Le personnage principal, ou plutôt l'antagoniste de cette histoire, je ne sais pas comment vraiment le définir, se présente comme un bienfaiteur, mais il est tout sauf ça. C'est lui-même qui s'est mis en avant. Sinon, je ne suis pas sûre que la police l'aurait jamais repéré. Peut-être que si. Mais bon, rentrons dans le vif du sujet. Kenya Monhe avait 19 ans au moment de sa disparition. Elle était étudiante et rêvait de faire carrière dans le cinéma et la production audiovisuelle. Elle avait également déménagé de chez ses parents et vivait avec son petit ami Léo. En plus de ses études, elle travaillait également dans le service à la clientèle. Le soir du 31 mars 2011, Kenya décide de sortir avec ses amis. Elles sont allées dans un bar et dans une boîte de nuit avec de fausses pièces d'identité parce qu'elle avait 19 ans et qu'il fallait avoir 21 ans. Le groupe de filles discutait, dansait, s'amusait, prenait quelques verres, puis tout à coup, Kenya a disparu. Certaines sources disent qu'autour de 23 heures ce soir-là, Kenya s'est levée de la table où elle était assise avec ses amis, qu'elle a laissé son sac et son téléphone sur la table et qu'elle est allée aux toilettes. Mais elle n'est jamais revenue. Elle ne s'est jamais retournée vers ses amis et elle ne leur a pas dit qu'elle partait. D'autres sources indiquent que Kenya en fait a été expulsée du club cette nuit-là. Les videurs l'ont expulsée avec un homme avec qui elle dansait. Ils ont tous les deux été expulsés parce que les videurs pensaient qu'ils étaient trop ivres. 1er avril 2001, le lendemain, le petit ami de Kenya, Léo, se réveilla et se rendit compte que sa petite amie n'était pas rentrée. Il avait essayé de lui envoyer des textos et de l'appeler plusieurs fois pour savoir où elle était, si elle allait bien, mais il n'obtenait aucune réponse. Inquiet, il décida de contacter la famille de Kenya. Il appela sa petite sœur Kimberly pour savoir si peut-être elle était rentrée chez ses parents la nuit précédente pour une raison quelconque. Kimberly dit qu'elle n'avait pas eu de nouvelles de sa sœur. Kim raccroche avec Léo et appela le reste de la famille, sa mère Maria et son père Tony, pour savoir si Kenya les avait peut-être contactés. Mais ce n'était pas le cas. Ils n'avaient eux non plus eu de nouvelles d'elle. Rapidement, ils deviennent très inquiets et donc décident d'appeler la police pour signaler la disparition de Kenya. La police n'était pas vraiment disposée à agir immédiatement. Ils ont essentiellement dit à la famille de Kenya a 19 ans, elle est techniquement adulte, elle va réapparaître. Ils ont dit à la famille d'attendre 72 heures et puis si elle n'était pas rentrée, alors nous allons ouvrir une enquête. Sa famille n'était pas satisfaite, surtout le père de Kenya. Il était en colère que la police ne prenne pas la disparition de sa fille au sérieux et décida qu'il ne pouvait pas simplement rester là à attendre et à espérer que Kenya réapparaisse. La famille commença à contacter les amis de Kenya. Ils contactèrent les filles avec qui Kenya était sortie la nuit précédente et elles dirent à la famille qu'elles n'avaient aucune idée. Elles ne savaient pas où elle était partie cette nuit-là. Elles dirent qu'elles avaient toujours son passeport et son téléphone. Kenya les avait laissés derrière elle. Alors Tony demanda aux amis si elle pouvait lui apporter le téléphone de Kenya. Il pensait qu'il y avait peut-être quelque chose sur son téléphone qui pourrait indiquer où elle était allée après avoir quitté le club. Tony a examiné son historique d'appels et ses messages tests et il y avait un message en particulier qui attira son attention. C'est un message test qu'elle avait reçu ce matin-là d'un gars appelé Travis Forbes. Le message disait « Salut, c'est Travis, le gars qui t'a donné un lift la nuit dernière avec la camionnette blanche. Es-tu bien rentré ?» Immédiatement, le père de Kenya, Tony, essaya de composer ce numéro, le numéro de Travis, mais personne ne répond. Il appelle encore et il n'obtint pas de réponse jusqu'au lendemain soir, le 2 avril 2001. Lorsque finalement Travis répondit, il confirma qu'il avait donné un lift à Kenya tôt le matin du 1er avril. Il dit qu'il conduisait cette nuit-là avec un ami à son appartement, à l'appartement de son ami. Il dit qu'il était devant l'immeuble de son ami lorsqu'il a vu Kenya. Il dit qu'elle semblait un peu titubante, comme si elle était ivre. Alors, il décida de lui demander si tout allait bien, si elle avait besoin d'un lift quelque part, car il était prêt à la conduire si c'était le cas. Et elle a dit oui. Elle dit qu'elle devait rejoindre ses amis avec qui elle était au club plus tôt cette nuit-là, car elles avaient ses affaires.
Travis dit qu'une fois qu'elle était dans le véhicule, Kenya a utilisé son téléphone à lui pour appeler son propre téléphone dans l'espoir que ses amis répondent parce que ses amis avaient toujours son téléphone. Mais elles ne répondirent pas. Alors Kenya a demandé à Travis s'il pouvait la conduire au club et une fois au club, le club était déjà fermé. C'est alors que Kenya lui demanda s'il pouvait simplement la ramener chez elle, à son appartement où elle vivait avec son petit ami Léo. Pendant le trajet, il s'arrêta dans une station-service pour qu'elle puisse acheter une cigarette. Il dit que la station-service était aussi fermée, mais il y avait un homme, un mec à côté de la station-service et Kenya a commencé à discuter avec cet homme. L'homme fumait et il donna une cigarette à Kenya. Kenya voulait rester avec l'homme, alors Travis remonta dans son véhicule et il est parti. Voilà la version de Travis. Travis dit à Tony au téléphone, « Regarde, je peux te conduire à la station-service. » Tony dit oui. Il voulait rencontrer Travis parce qu'il avait des doutes sur le récit de Travis. Tony prit son pistolet avec lui pour rencontrer Travis, juste au cas où Travis serait une personne dangereuse. Sa femme Maria essaya de l'empêcher de prendre le pistolet et d'aller à la rencontre de Travis, mais Tony était catégorique. Comme sa femme Maria était si inquiète pour lui, elle appela la police et leur demanda de rencontrer son mari là-bas, car il était armé d'un pistolet et elle avait peur de ce qui pourrait arriver. La police se rendit directement à la station-service. Ils arrivaient même avant que Tony n'arrive. Ils expliquèrent pourquoi ils étaient là. Ils parlèrent à Tony et également brièvement avec Travis. Les agents prirent une déclaration initiale, jetèrent un coup d'œil rapide dans son véhicule, dans le véhicule de Travis. Il avait une camionnette blanche, mais ils ne trouvaient rien d'inhabituel. Ensuite, les agents demandaient à Travis s'il était disposé à parler rapidement avec le père de Kenya. Travis accepta. Travis raconta le même récit qu'il lui avait déjà dit auparavant sur comment il avait pris Kenya en voiture cette nuit-là et l'avait plus tard laissé à la station-service avec un type. Il s'excusa même auprès de Tony. Il dit qu'avec le recul, il se sentait mal d'avoir laissé Kenya avec ce type. 4 jours après sa disparition, la police ouvrit une enquête. Ils ont commencé à examiner de plus près les personnes dans la vie de Kenya, essayant de déterminer si quelqu'un qu'elle connaissait personnellement aurait pu être impliqué dans ce qui est arrivé. L'une des personnes qu'ils examinèrent fut son petit ami Léo. Léo a donc été amené au poste de police. Il a été interrogé et a nié avoir connaissance de ce qui est arrivé à Kenya après qu'elle ait quitté le club cette nuit-là. Ils ont dû examiner son téléphone et ils ont pu voir qu'il avait appelé et envoyé des SMS à Kenya le soir où elle a disparu, demandant où elle était, quand est-ce qu'elle rentrait et si elle allait bien. Et les détectives n'ont jamais vraiment trouvé des preuves suggérant qu'il mentait. Il a été écarté de toute suspicion. Les détectives ont commencé à obtenir toute vidéo de surveillance de cette nuit-là pour voir si des caméras dans la région ont pu repérer Kenya. Ils voulaient retracer ses derniers pas. La police l'a vu dans une vidéo à 2 heures du matin le 1er avril marchant dans le bâtiment d'appartement avec un homme non identifié. C'est devant cet appartement que Travis l'avait récupéré. L'homme avec qui Kenya était s'appelle Chad Davis. Il s'est avéré en fait que Chad était l'homme avec qui Kenya avait été expulsé de la boîte de nuit ce soir-là. Les deux avaient été expulsés par les videurs car ils étaient trop ivres. Et clairement, après avoir été expulsés, Kenya est allé chez ce type. Lorsque la police a interrogé Chad, il dit que Kenya n'était pas restée chez lui longtemps. Elle était littéralement rentrée pour utiliser sa salle de bain, puis elle était repartie. Et les images de vidéos de surveillance le confirment. Elle a été vue quittant l'immeuble d'appartement seule. Seulement environ 3 minutes après son arrivée. Donc, Chad n'a rien à voir avec sa disparition. Kenya a été capturé à nouveau par la vidéo de surveillance juste à l'extérieur de l'appartement, de l'immeuble d'appartement. Elle a été vue discutant avec un sans-abri à proximité. Et c'est à ce moment-là que Travis Ford s'est arrêté devant l'immeuble d'appartement après avoir déposé son ami
A vu Kenya et lui a offert un lift. Travis Forbes semble être la dernière personne à avoir vu Kenya cette nuit-là. Donc, il a été amené au poste de police pour donner une déclaration complète. Il a raconté la même chose à la police. Il dit qu'il a laissé Kenya dans une station-service avec un type. La police a diffusé la description de ce type fourni par Travis au public et aux médias dans l'espoir que quelqu'un se manifeste, mais personne ne s'est manifesté. 5 jours après la disparition de Kenya, la police a reçu un appel d'une femme nommée Monica Paul. Elle possède une boulangerie et Travis travaille avec elle. La femme a appelé la police parce qu'elle a vu Travis dans les nouvelles. La femme dit à la police qu'elle a regardé les vidéos de surveillance de la boulangerie. Elle a trouvé des images de Travis qui lui semblaient assez alarmantes et qu'elle pensait pouvoir être utile à la police. Sur la vidéo, on voit Travis entrer dans la salle de stockage de la boulangerie avec une grande glacière blanche. Il la roule et sur les images, on peut voir que la glacière est scotchée. Il y a du ruban adhésif autour pour bien l'enfermer, pour la maintenir enfermée. Il roule cette glacière dans la salle de stockage, il la dépose dans le grand congélateur et la laisse là. Monica a remarqué sur les images que chaque fois que quelqu'un d'autre de la boulangerie allait près du congélateur, Travis était toujours là, toujours prêt à regarder, à observer ce que la personne faisait. Et peu de temps après, la caméra de surveillance a été soudainement éteinte. Quelqu'un l'a débranchée. On ne savait pas qui l'avait débranchée. Monica a vérifié les images de vidéosurveillance de son bureau à elle et elle a vu Travis entrer dans son bureau et débrancher la prise. Il semble que quoi qu'il s'apprêtait à faire par la suite, il ne voulait pas que quelqu'un le voie. Alors, il s'est assuré qu'il n'y ait pas d'image de cela. Les détectives ont examiné les images et eux aussi ont trouvé cela extrêmement suspect. Ils ont donc effectué une fouille de la boulangerie pour voir s'ils pouvaient trouver des preuves, peut-être même trouver Kenya, peut-être que c'était son corps qui était à l'intérieur de cette glacière blanche. Ils ont bien trouvé la glacière blanche dans la boulangerie, mais quand ils l'ont ouverte, il n'y avait rien à l'intérieur. Rien à part une très très forte odeur de javel, indiquant qu'elle avait été récemment nettoyée méticuleusement. Cependant, à l'arrière de la boulangerie, la police a trouvé un baril et il y avait des cendres et des restes de feu à l'intérieur de ce baril. Donc, la police a fouillé les restes et ils ont trouvé ce qui ressemblait à des vêtements. C'était des vêtements qui avaient été brûlés dans ce baril. Ils ont trouvé notamment une fermeture et un tissu noir. La camionnette de Travis a été fouillée par la police et bien qu'il n'y ait pas nécessairement trouvé de preuves solides à l'intérieur, ils ont remarqué qu'il y avait beaucoup de saleté sur les pneus, ce qui indiquait qu'il avait peut-être récemment conduit dans une zone rurale comme dans une forêt ou un champ et peut-être que c'était là qu'il a enterré le corps de Kenya. Et en plus de cela, ils ont également remarqué que l'intérieur de sa camionnette était incroyablement propre. Tout comme la glacière, il y avait une très très forte odeur d'eau de javel. En plus de cela, ils ont remarqué qu'un nouveau tapis a été récemment posé dans la camionnette. Travis a aussi un lourd casier judiciaire. Il avait été arrêté, condamné auparavant pour des crimes tels que harcèlement criminel, port d'armes dangereux, des agressions et apparemment au moment où cette affaire s'est produite, il était en probation pour avoir été accusé de violence domestique. La police a obtenu les relevés de téléphone portable de Travis et ils ont vu qu'après la disparition de Kenya, Travis s'est rendu dans une zone à Denver où il y avait beaucoup de terres agricoles. La police a donc commencé à penser que Travis avait peut-être enterré le corps de Kenya quelque part là-bas et des efforts ont été déployés dans cette zone. Entre-temps, Travis a disparu et la police n'avait aucune idée de là où il se cachait pendant des semaines jusqu'à ce que sa petite amie, son ex-petite amie, n'appelle la police. Elle a appelé la police pour signaler Travis. Elle leur a dit que Travis avait littéralement volé son véhicule, donc maintenant la police sait quel véhicule il conduisait. Et ils ont mis un avis de recherche pour que les autres ordres de police sachent que la police le cherchait ce véhicule. Et littéralement, quelques heures après que cet avis de recherche a été diffusé, la voiture a été retrouvée et Travis a été arrêté. Les détectives ont essayé de l'interroger, mais son avocat lui a dit de ne rien dire.
Les détectives ont quand même pu obtenir un mandat pour prélever son échantillon d'ADN. Il a été inculpé pour le vol de voiture et a été jugé. Mais pour une raison quelconque, son ex-petite amie a retiré sa plainte, ce qui a amené les détectives à le lâcher. Donc, il a été libéré de prison. Les détectives n'avaient pas assez de preuves pour l'inculper par rapport à l'affaire de Kenya. Il était obligé à contre-cœur de le libérer. La police l'a mis sous surveillance et il a fait quelque chose d'assez étrange. Il est retourné dans la zone où il était allé lorsque Kenny avait disparu. La police se dit qu'il doit y avoir quelque chose dans cette zone-là, à Denver. Si vous vous rappelez, lorsque Kenny a disparu, la police a fouillé son véhicule et il y avait de la boue sur ses pneus parce qu'il revenait de cette zone. C'est une zone agricole à Denver. La police a encore effectué une autre recherche de cette région et ils n'ont rien trouvé à nouveau. La police a continué à le traquer. Maintenant, il est allé loger chez son père dans une région où il y a beaucoup de lycéennes comme Kenya. Là, la police devient nerveuse car ils ne savent pas ce qu'ils peuvent faire. Alors, la police le surveille de plus belle. Le 4 juillet, une étudiante nommée Lydia est sortie pour la soirée du 4 juillet. Le 4 juillet, c'est l'indépendance, je crois, des USA. Et lorsqu'elle rentrait chez elle, elle était devant son appartement. Et lorsqu'elle a voulu rentrer, elle a été attaquée par quelqu'un. La personne l'a poussée dans l'appartement, l'a tabassée puis lui a cassé le cou. Et de plus, la personne a mis le feu à son appartement. Et par miracle, la fille a survécu. Elle a pu traîner au sol et s'est jetée par-dessus sa fenêtre. C'est comme ça qu'elle a pu survivre. La police pensait que c'est quelqu'un qui la connaissait très bien qui lui a fait cela parce que ça semblait un peu trop personnel. La police a interrogé son entourage, mais personne dans son cercle intime ne semblait être suspect. La police n'a même pas pu trouver d'ADN parce que la personne qui l'a attaqué a nettoyé son appartement avec du javel avant de mettre le feu. La police surveille toujours Travis. Une nuit, il le trouve avec une fille. Il leur donne un faux nom et la police saisit l'occasion pour l'arrêter pour avoir donné une fausse identité. Et par miracle, Travis accepte de confesser ses crimes. C'est rare que ceci arrive, mais Travis a accepté de lui-même de confesser ses crimes. Il a avoué le meurtre de Kenya Monhay. Il a dit qu'il conduirait la police à l'endroit où il avait caché son corps, à 2 conditions. La première, pas de peine de mort. Et la deuxième, c'est que la police ou qu'on ne le qualifie pas de délinquant sexuel. Il dit au détective, si je vais en prison comme délinquant sexuel, je suis foutu. Les détectives ont accepté ces conditions et le 7 décembre 2011, plus de 5 mois après la disparition de Kenya, Travis est allé avec la police. Il les a dirigés là où il avait laissé son corps. Il leur a dit de se rendre dans la zone agricole que la police avait déjà fouillée plusieurs fois, 2 fois de suite. C'est là qu'il avait caché le corps de Kenya. Qu'est-ce qui s'est vraiment passé avec Kenya? Pourquoi il a enterré sous un arbre? Travis dit, le 1er avril 2011, il est tombé sur Kenya sur le bord de la route devant l'immeuble comme il avait affirmé initialement. Il s'est arrêté devant l'immeuble et a remarqué que Kenya était ivre et qu'elle discutait avec un sans-abri. Il lui a donc proposé de la ramener chez elle dans son van. Il lui a pas proposé de la ramener chez elle dans l'intention de lui ôter la vie. Il dit ça, il dit non, c'est pas dans cette intention-là. Il voulait vraiment juste la ramener chez elle. Kenny a accepté et elle est montée dans son van. Il dit que pendant le trajet, il a remarqué que Kenya s'était endormie. Et il a donc vu cela comme une opportunité pour la V dans sa voiture, pour la VIOLER dans sa voiture. Il dit qu'alors qu'il faisait cela, elle s'est réveillée soudainement et bien sûr a commencé à paniquer. Elle a essayé de le repousser. Elle a essayé de se battre contre lui. Alors pour l'arrêter, il a mis ses mains autour de son cou et a commencé à l'étrangler. Il a étranglé Kenya jusqu'à ce qu'elle ne meure. La police est rendue à l'endroit où Travis a indiqué et bien sûr, ils ont retrouvé le corps de Kenya enterré sous l'arbre. Récupéré le corps de Kenya. Vous imaginez leur douleur. Vous imaginez leur douleur. Elle est sortie juste un soir, une journée normale avec ses amis. Et elle n'avait que 19 ans. Qu'est-ce que vous pensez de cette histoire?
Ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous pensez de Travis? Moi, ce que j'ai trouvé un peu bizarre, c'est que c'est lui-même qui s'est déclaré, en fait. S'il n'avait pas envoyé ce texto, peut-être que les enquêtes auraient conduit à lui ou non. Laissez vos commentaires, likez la vidéo pour nous donner plus de visibilité et on se dit à la prochaine histoire.